C'est ton devoir de payer pour le mariage de ton frère, ont dit mes parents. Alors je les ai laissés croire que je paierais la facture de 1 €. Jusqu'à ce que le directeur leur demande la carte de crédit. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner » et appuyez sur la cloche pour ne rien manquer de nos histoires. Votre soutien est précieux pour nous. Si cette histoire vous intéresse, laissez un j'aime. J'aimerais aussi savoir de quelle ville vous venez, indiquez-le nous dans les commentaires. C'est parti. La vibration était une anomalie. Agressive et obstinée, elle rompait l'harmonie feutrée de la salle de conférence où se décidait l'avenir d'un partenariat à plusieurs millions d'euros. Sur le bois laqué de la grande table ovale, mon téléphone bourdonnait comme un insecte en colère. J'ai ignoré la première vibration, un froncement de sourcils à peine perceptible adressé à mon directeur financier. La seconde, je l'ai étouffée d'une main posée nonchalamment sur l'appareil, comme pour calmer une bête nerveuse. À la troisième, tous les regards étaient tournés vers moi. Le silence s'était fait. Le grand patron de la multinationale allemande en face de moi avait suspendu sa phrase, un sourcil arqué en signe d'interrogation poli mais glacial. L'écran s'est allumé, affichant un seul mot qui a fait l'effet d'une décharge électrique, « Maman ». Bien sûr. Ma mère, Brigitte, possédait ce sixième sens quasi surnaturel pour appeler au moment précis où ma concentration était une ressource non renouvelable. Elle ne faisait pas irruption dans ma vie, elle la défonçait au bélier, toujours avec le sourire. « Je vous prie de m'excuser un instant », ai-je déclaré d'une voix que j'espérais égale. Le masque de Garance, la PDG impénétrable, était solidement vissé sur mon visage. C'était un masque lourd, forgé dans des années de lutte pour être prise au sérieux dans un monde d'hommes, mais il était aujourd'hui ma seule protection contre le chaos qui menaçait d'envahir ma forteresse. Personne dans cette pièce ne pouvait deviner la lassitude infinie qui pesait sur mes épaules, ni la boule d'angoisse qui venait de se former dans mon estomac. Je me suis levée, mes talons claquant doucement sur le parquet, et je me suis dirigée vers le couloir vitré. De là, Paris s'offrait à moi. Un tableau vivant de toits d'ardoise, de flèches dorées et de rues animées. C'était mon royaume, ma victoire, un empire bâti à la sueur de mon front, à des années-lumière de la maison de banlieue lyonnaise où j'avais grandi, ou plutôt, où j'avais appris à survivre. J'ai appuyé sur l'icône verte. Maman, je suis littéralement au milieu d'une négociation. Est-ce que c'est urgent? Garance, ma puce. Mon trésor. Le torrent de superlatifs mielleux a déferlé dans mon oreille, un tsunami de fausses affections qui précédait toujours la tempête. Tu ne devineras jamais. C'est un signe du destin. Nous l'avons trouvé. L'endroit parfait, le seul, l'unique, pour le mariage de ton frère. Un château, ma chérie, un vrai château de princesse. J'ai des frissons rien que d'y penser. Imagine Hippolyte et sa fiancée descendant le grand escalier. J'ai fermé les yeux, me massant les tempes. Le nom d'Hippolyte, mon petit frère, l'éternel artiste en devenir, l'enfant roi, a suffi à faire naître une migraine lancinante derrière mes yeux. Son mariage. L'apothéose de 30 ans de favoritisme et de sacrifices unilatéraux. Mes sacrifices. C'est une bonne nouvelle, maman. Je suis contente pour lui. Les mots étaient automatiques, vides de sens. Bonne. C'est la nouvelle du siècle. Attends, je t'envoie les photos, tu vas tomber par terre. La salle de bal a des lustres en cristal aussi haut que la maison. Et il propose une arrivée en calèche. En calèche, Garance. Elle a gloussé, un son aigu qui m'a toujours irrité. Puis, après avoir bien préparé le terrain, elle a planté le couteau, avec la même désinvolture que si elle annonçait une promotion sur les poireaux au supermarché. Et le plus fou, c'est qu'ils ont un forfait tout compris, c'est presque un cadeau à ce prix-là. Pour un petit million d'euros, on a absolument tout. Le domaine pour tout le week-end, le traiteur étoilé pour 200 personnes, l'orchestre symphonique, les milliers de roses blanches, le feu d'artifice sur le lac. On n'aura à s'occuper de rien. Enfin, tu n'auras qu'à signer le chèque. C'est dans tes cordes, non, mon amour? Le monde a basculé. Le couloir vitré semblait s'allonger à l'infini. 1 million d'euros. Le chiffre n'était pas seulement un chiffre. C'était une insulte. Une gifle.
C'était le prix qu'il mettait sur ma vie, sur mon travail, sur mes nuits sans sommeil. Ce n'était pas une demande. C'était un dû. Une taxe sur ma réussite. Ma main, le long de mon corps, s'est crispée en un point. Mes ongles, taillés courts pour le clavier, se sont enfoncés dans la chair de ma paume. La douleur, vive et réelle, m'a ancré dans le présent, m'empêchant de crier. Je me suis concentré sur ma respiration. Inspirer. Expirer. Le masque de la PDG ne devait pas tomber. Surtout pas maintenant. Maman, ma voix est sortie, plus basse, plus froide que je ne l'aurais cru possible. Je ne peux pas parler de ça maintenant. On en reparle. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse placer un autre mot mielleux, un autre grain de culpabilité. Mon cœur cognait contre mes côtes comme un prisonnier. Ce n'était pas juste une demande extravagante de plus. C'était l'attaque de trop. La goutte d'eau qui n'a pas fait déborder le vase, mais qui l'a fait voler en éclats. Je suis retournée dans la salle de réunion, un sourire d'excuse plaqué sur le visage. Un imprévu familial, je vous prie de m'excuser. J'ai repris ma place, mais les chiffres sur l'écran de présentation étaient devenus des hiéroglyphes indéchiffrables. Mon esprit était ailleurs. Il avait déserté les tours de la Défense pour retourner à Lyon, dans le musée sombre et silencieux de ma mémoire, une galerie privée où chaque œuvre était une injustice et chaque cartel une blessure. Ce pèlerinage mental n'était pas un acte masochiste. C'était une nécessité. Une façon de rassembler mes forces, d'aiguiser ma résolution, de me rappeler pourquoi cette fois, la réponse serait différente. La première salle du musée était consacrée à l'automobile. Au centre trônait l'artefact principal, une Renault Clio de 1998, couleur jaune moutarde, que j'avais héritée de mon grand-père pour mes 18 ans. Je me souvenais encore de la cérémonie de remise des clés. Mon père m'avait tendu le porte-clés graisseux en disant « Fais attention, elle a du vécu ». Le « vécu » se traduisait par des sièges affaissés, une odeur tenace de tabac froid et un moteur qui avait besoin d'un quart d'heure de prière avant de démarrer en hiver. J'avais souri, dit merci, joué la comédie de la gratitude infinie. C'était mon premier goût de liberté, même si cette liberté sentait le renfermer. Puis, 6 mois plus tard, le décor a changé. Une fête surprise avait été organisée dans le jardin pour le 18e anniversaire d'Hippolyte. Devant toute la famille et ses amis, mes parents avaient dévoilé son cadeau, une Peugeot 208 neuve, brillante, gris métallisé, avec un énorme ruban rouge sur le capot. Hippolyte avait à peine jeté un coup d'œil à la voiture avant de dire « Cool. On peut avoir les clés ? On va faire un tour. » Ma mère pleurait de joie. C'est pour qu'il soit indépendant, pour ses cours de dessin, avait-elle expliqué à qui voulait l'entendre. Mon indépendance, apparemment, pouvait tout sauter et tomber en panne sur le bord de la route. J'ai poursuivi ma visite mentale vers la galerie suivante, celle de l'intellect et du talent. Sur un mur, invisible aux yeux de tous sauf aux miens, était accrochée la lettre d'admission à HEC, avec une bourse au mérite. Je me rappelais avoir dévalé les escaliers, le papier tremblant dans mes mains, le cœur battant d'une fierté immense. J'avais trouvé ma mère dans la cuisine. Elle avait jeté un œil distrait à la lettre avant de la poser sur le comptoir. « Ah, c'est bien. Tu as eu de la chance », avait-elle commenté avant de se replonger dans sa recette. La chance. Pas les années de travail, les nuits blanches, les sacrifices. Juste la chance. En face de ma lettre fantôme, les murs du salon familial étaient un sanctuaire dédié au « génie » d'Hippolyte. Des toiles immenses, barbouillées de couleurs criardes, censées représenter son « tourment intérieur ». L'une d'elles, un amas de rouge et de noir intitulé « Agonie », ressemblait étrangement à une pizza pepperoni écrasée. Elles étaient toutes encadrées dans des cadres dorés et coûteux. « Notre fils a une âme d'artiste », disait mon père à ses invités, l'air grave. C'est un don. On essaie de l'encourager comme on peut. Encourager son don signifiait lui payer un atelier qu'il n'utilisait jamais et des matériaux qu'il gaspillait. Encourager le mien signifiait me laisser me débrouiller. Enfin, j'arrivais devant la pièce maîtresse du musée, l'œuvre la plus douloureuse. Un triptyque intitulé « L'été de mes 22 ans » ou la trahison d'Ibiza. Le premier panneau me représentait, le visage fatigué mais heureux, comptant une liasse de billets froissés. 3 000 €.
Une somme colossale, économisée centime par centime en travaillant comme serveuse dans un café bruyant, acceptant tous les services, supportant les clients désagréables, tout ça pour un but, une semaine de vacances à Ibiza avec mes meilleurs amis. Le deuxième panneau dépeignait ma mère, assise sur le bord de mon lit, le visage ravagé par des larmes de crocodile. Elle me parlait du toit qui fuyait, d'une facture imprévue, du risque de devoir vendre la maison. Je suis tellement désolée de te demander ça, ma chérie, tu as travaillé si dur. Mais tu es notre seul espoir. J'avais cédé, bien sûr. La vision de mes parents à la rue, même si elle était grotesque, avait suffi. J'avais annulé mon voyage, donné mon argent, et regardé mes amis partir sans moi. Le troisième panneau, le plus cruel, était une reproduction d'une photo Instagram. Hippolyte, torse nu et bronzé, souriant à pleines dents, un cocktail bleu dans chaque main, entouré d'une foule en liesse sur une plage d'Ibiza. La légende, écrite en grosses lettres, disait « Best surprise ever ». Merci maman pour le voyage de rêve. #Ibiza #party. J'avais vu cette photo sur mon téléphone pendant ma pause de 10 minutes, entre deux services. Le choc avait été si violent que j'avais failli laisser tomber mon plateau. Ce n'était pas juste de l'argent. Ils avaient volé mon travail, mes rêves, et me les avaient jetés au visage, transformés en fête pour leur fils adoré. Aujourd'hui, dans la quiétude de mon bureau qui surplombait Paris, ces souvenirs n'étaient plus des blessures. Ils étaient des faits. Des preuves accablantes dans le procès que j'intentais en silence. J'ai ouvert un tiroir de mon bureau et j'en ai sorti une vieille photo, la seule que j'avais gardée. Une photo de nous 4 à Disneyland, il y a une éternité. J'avais 10 ans, Hippolyte 4. Nous portions tous des oreilles de Mickey. Nous sourions tous à l'objectif. Une famille parfaite. Mais je me souvenais de ce moment. Juste avant la photo, j'avais demandé à monter sur les épaules de mon père, comme Hippolyte. « Tu es trop grande et trop lourde, Garance », avait-il répondu, agacé. Alors j'avais souri pour la photo, le cœur lourd, déjà consciente de ma place. L'accessoire. Le faire-valoir. Une larme de rage froide a perlé au coin de mon œil. Je l'ai essuyée d'un revers de main. C'était la dernière. J'ai remis la photo dans le tiroir. J'ai fermé le tiroir. J'ai fermé le musée. Il était temps de raser le bâtiment et de saler la terre. Le restaurant choisi pour l'embuscade était la Table du Gouverneur, un établissement étoilé de Lyon où une entrée coûtait le prix de mon loyer d'étudiante. L'ironie était que mes parents n'y mettaient les pieds que lorsque je réglais l'addition. L'endroit était un écrin de luxe discret, boiserie sombre, fauteuil en velours, lumière tamisée. C'était une scène de théâtre parfaitement conçue pour le drame qui allait se jouer. Ma mère avait orchestré la soirée. Elle m'avait assise en face d'elle, pour mieux me jauger. Hippolyte et sa fiancée, une jeune femme nommée Amandine qui semblait terrifiée par les couverts en argent, étaient à mes côtés. Mon père était en bout de table, dans le rôle silencieux mais approbateur du patriarche. « Garance, ma chérie, cette couleur te va à ravir », a commencé ma mère après que le sommelier se soit retiré. C'était le début du bombardement d'artillerie lourde. Flatterie, compliments, le tout arrosé d'un Châteauneuf du Pape hors de prix. N'est-ce pas, Hervé, que notre fille est magnifique? Elle a l'aura de celles qui réussissent. Mon père a acquiescé d'un grognement, déjà concentré sur la carte des vins. Nous sommes si fiers de toi, a-t-elle continué, posant sa main sur la mienne par-dessus la nappe immaculée. Son contact était froid. Parfois, nous avons du mal à croire que la petite fille qui avait peur du noir est devenue cette femme d'affaires incroyable. J'ai retiré ma main pour prendre mon verre. Maman, je pense que nous savons tous pourquoi nous sommes ici. Le changement de ton a brisé le charme. Ma mère a semblé décontenancée une seconde. Hippolyte, lui, a sauté sur l'occasion, incapable de patience. Le château. On a reçu le devis détaillé. C'est encore mieux que ce qu'on pensait. Ils incluent même un service de voiturier et un bar à cocktail moléculaire. Moléculaire, a demandé Amandine d'une petite voix. Oui, c'est un truc d'artiste, tu ne peux pas comprendre, a-t-il répondu avec condescendance avant de se tourner à nouveau vers moi. Son visage, habituellement mou et indécis, s'est durci. Garance, il faut que tu comprennes.
Ce n'est pas juste une fête. C'est une performance. Une installation artistique vivante. Le père d'Amandine, Monsieur Roche, est un grand collectionneur. Tous ses amis du monde des affaires seront là. Si je leur offre une expérience inoubliable, ils me verront enfin comme un égal, pas comme un débutant. C'est un investissement dans mon avenir, tu comprends? Un investissement. Mon 1 000 000 d'euros. Son avenir. La logique était tellement tordue qu'elle en devenait presque fascinante. Il ne voyait pas l'argent, il ne voyait que le prestige, le décor, la validation que mon travail acharné allait lui acheter. C'est là que ma mère a repris la main, sentant son fils patauger. Elle a pris un air grave, son visage se parant d'une noblesse sacrificielle. Ton frère a raison, Garance. Et puis, il y a nous. Ton père et moi, on s'est sacrifié toute notre vie. Pour vous. On n'a jamais rien eu pour nous. Pas de beaux voyages, pas de luxe. Notre mariage, c'était à la mairie, avec des sandwichs dans du papier d'aluminium. C'est notre plus grand regret. Elle a regardé mon père, qui a hoché la tête avec la conviction d'un homme qui venait de se souvenir d'un grand traumatisme. En offrant ce mariage à ton frère, d'une certaine manière, c'est comme si tu nous l'offrais à nous aussi. C'est une façon de nous remercier, de boucler la boucle. C'est le devoir d'un enfant qui a réussi, non? D'honorer ses parents. Le mot était lâché. Devoir. Pas amour, pas générosité. Devoir. Comme un impôt. Le silence est tombé, un silence de prédateur qui attend que sa proie s'effondre. Ils me fixaient tous les trois. J'étais seule, encerclée. J'ai bu une gorgée de vin, lentement. Le liquide coûteux avait un goût de cendre. J'ai posé mon verre. J'ai regardé ma mère, puis mon père, puis mon frère. J'ai vu leur avidité, leur certitude. Ils étaient tellement sûrs d'eux, tellement sûrs de mon amour inconditionnel, de ma culpabilité infinie. Envoyez-moi le contrat et tous les documents, ai-je dit, ma voix plate, neutre, celle d'une avocate en pleine négociation. Je veux examiner chaque ligne, chaque clause, chaque condition. Le soulagement sur leur visage a été comme un soleil qui se lève. C'était si flagrant, si indécent. Ils n'avaient pas entendu la menace dans mes paroles, seulement la promesse de leur victoire. Pour eux, ma prudence était la simple habitude d'une femme d'affaires. Ils ne savaient pas que j'allais éplucher ce contrat non pas pour le payer, mais pour y trouver l'arme de leur destruction. Hippolyte a levé son verre, rayonnant. À ma sœur. La meilleure banquière du monde. Ils ont trinqué avec enthousiasme. Leurs verres de cristal ont produit une note claire et joyeuse dans le silence du restaurant. Je les ai regardés faire, un fantôme de sourire sur mes lèvres. Ils buvaient à ma santé. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de porter un toast à leur propre exécution. Le prétexte était parfait. Des cartons de livres universitaires que je n'avais jamais pris le temps de récupérer, soi-disant pour faire de la place dans mon appartement parisien. En réalité, je retournais sur les lieux du crime, non pas par nostalgie, mais en tant qu'enquêteur cherchant le dernier indice qui justifierait la sentence. La maison de mon enfance n'avait pas changé. La même odeur de cire et de regret flottait dans l'air. Les mêmes photos de famille, où je souriais toujours un peu trop fort, ornaient les murs. Ma mère m'a accueilli avec une effusion de tendresse suspecte, me proposant du thé, des gâteaux, comme si j'étais une invitée de marque et non la vache à lait de la famille. Tes cartons sont au grenier, ma chérie. Fais attention, l'échelle est un peu raide. Le grenier. Le dépositoire de nos vies. Un capharnaüm de meubles bancals, de jouets oubliés et de souvenirs recouverts de poussière. En montant, mes doigts ont effleuré la rampe en bois. J'ai eu un flash. Moi, à 8 ans, dévalant cet escalier, fier de mon bulletin de notes parfait. J'avais croisé mon père qui m'avait à peine regardé, trop occupé à aider Hippolyte à construire un château en Lego dans le salon. Le sentiment d'être invisible était aussi vieux que cette maison. Là-haut, sous les toits, la chaleur était étouffante. La lumière filtrait à travers une lucarne sale, dessinant des rectangles dorés sur le plancher. Il y avait mon vieux vélo, les skis que j'avais payés avec mon premier job d'été, une caisse de vinyle. Chaque objet était une petite cicatrice. Je me suis dirigé vers la pile de cartons portant mon nom.
Alors que mes mains se posaient sur le premier, j'ai entendu la sonnerie du téléphone fixe en bas, suivie de la voix de ma mère. Je me suis figée, comme un cerf dans les phares d'une voiture. Sa voix portait distinctement dans le silence de la maison. Elle parlait à ma tante Odile, la sœur de mon père, la commère en chef de la famille. Odile. Tu ne devineras jamais. C'est dans la poche. 1 million. Et encore, je pense que j'aurais pu demander plus, elle n'a même pas négocié. Le rire de ma mère était triomphant, celui d'une joueuse de poker qui vient de remporter le pot. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis accroupie derrière une vieille armoire, retenant ma respiration. Non, sérieusement, a continué ma mère, baissant la voix pour un ton plus conspirateur. Elle a fait sa petite comédie, tu sais, l'air sérieux, je veux lire le contrat. C'est pour se donner un genre, pour nous montrer que c'est elle le patron. Mais au fond, la petite Garance, elle est toujours la même. Tu lui agites le hochet de la famille, tu lui chantes la berceuse de la culpabilité, et elle marche au pas. Le rire de ma tante a crépité à l'autre bout du fil. C'est sa faiblesse, a poursuivi ma mère, savourant chaque mot. Elle a tellement besoin de notre approbation, la pauvre. Elle pense qu'en nous achetant des choses, elle achète notre amour. Elle ne comprendra jamais que ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais après tout, elle nous est redevable. Sans l'éducation qu'on lui a donnée, sans les sacrifices qu'on a faits, elle ne serait rien. C'est un juste retour des choses, non? Chaque mot était un clou qu'on enfonçait dans mon cercueil. L'air dans le grenier est devenu irrespirable. Ce n'était pas de la colère que je ressentais, c'était un détachement glacial, chirurgical. J'assistais à ma propre dissection, réalisée par ma propre mère. Puis, la porte d'entrée a claqué. Hippolyte. Sa voix d'adolescent attardé a résonné depuis le rez-de-chaussée. C'est qui au téléphone? C'est Tata Odile. On parlait de ta sœur, a crié ma mère. Ah ouais, a-t-il répondu, sa voix se rapprochant. Dis-lui qu'elle a intérêt à se dépêcher de signer. J'ai vu une montre que je veux absolument pour le mariage. Elle me la doit bien. C'est à mon tour d'être la star de la famille, merde. Le rire de ma mère s'est mêlé à celui de mon frère. C'était un son obscène. Un son de vautour se partageant une carcasse. Ma carcasse. C'en était trop. Je ne pouvais plus rester là. Sans faire de bruit, j'ai reculé, j'ai redescendu l'échelle à pas de loup. J'ai traversé la cuisine, le cœur battant à tout rompre. Ils étaient dans le salon, le dos tourné, riant encore de leurs bonnes blagues. J'ai ouvert la porte de derrière, je me suis glissé dehors et j'ai refermé la porte sans un bruit. J'ai couru jusqu'à ma voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai fui cet endroit comme s'il était en feu. Dans le rétroviseur, j'ai vu la maison de mon enfance rapetisser jusqu'à disparaître. Je ne récupérerai jamais ces livres. Je ne voulais plus rien qui vienne de ce lieu empoisonné. Ils m'avaient cru faible et prévisible. Ils venaient de commettre la plus grande erreur de leur vie. Conduire. C'était la seule chose à faire. Mettre de la distance entre moi et cette maison, entre moi et ses voix. J'ai roulé pendant plus d'1 heure, sans destination, les mains crispées sur le volant, les paysages de la campagne française défilant comme un film sans intérêt. Le monologue cruel de ma mère tournait en boucle dans ma tête, chaque mot une nouvelle entaille. J'étais une machine. Une calculatrice. Un investissement. Puis, une image s'est formée dans mon esprit, des mains larges, calleuses, couvertes de sueur, et un regard bleu honnête. Anatole. Mon oncle. Le mouton noir de la famille, le seul qui n'avait jamais joué leur jeu. J'ai mis son adresse dans le GPS et j'ai changé de direction. Son atelier de menuiserie était un havre de paix, niché au cœur d'une forêt. Une grande grange en bois d'où s'échappait une odeur réconfortante de pain, de chêne et de café fort. Quand je suis sortie de ma voiture, le contraste avec l'atmosphère viciée de la maison de mes parents était saisissant. Ici, tout était vrai, solide, tangible. Anatole était en train de travailler une énorme pièce de noyer. Le son de sa raboteuse électrique emplissait l'air. Il portait un bleu de travail couvert de poussière de bois et un masque de protection. Il a levé les yeux, a vu mon visage et a immédiatement éteint sa machine. Le silence qui a suivi était profond et apaisant.
Il a retiré son masque, a essuyé la sueur de son front et m'a regardé, sans un mot. Il n'a pas eu besoin de demander ce qui n'allait pas. Il le savait. Le café est prêt, a-t-il simplement dit, sa voix grave et rocailleuse. Nous nous sommes installés dans son petit bureau, un désordre organisé de plans, de crayons et de tasses à café. Le mien était noir, sans sucre, comme toujours. Il savait. Assise en face de lui, sur une chaise qu'il avait fabriquée lui-même, la digue a cédé. J'ai tout déversé. Le château, la demande d'1 million d'euros, les manipulations, et enfin, la conversation surprise, mot pour mot. Je parlais vite, d'une voix qui tremblait, la colère et le chagrin se bousculant. Quand j'ai terminé, je m'attendais à de la pitié, à des conseils, à une condamnation de ma famille. Mais Anatole est resté silencieux pendant un long moment, son regard perdu dans les arbres par la fenêtre. Ma sœur, Brigitte, a-t-il finalement commencé, sa voix posée. Elle a toujours eu un trou à la place du cœur. Un trou qu'elle essaie de combler avec le regard des autres, avec des objets brillants. Quand nous étions enfants, nos parents étaient agriculteurs. On n'avait pas grand-chose, mais on avait assez. Pour elle, ce n'était jamais assez. Elle avait honte. Honte de la terre sous nos ongles. Elle m'en a voulu toute sa vie d'avoir choisi de travailler avec mes mains, de rester un prolétaire à ses yeux. Il a tourné son regard bleu vers moi. Un regard sans jugement, plein d'une profonde compréhension. Ce qu'elle te fait, Garance, ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos d'elle. De ses propres échecs, de ses propres peurs. Tu es son trophée. Le symbole de la réussite sociale qu'elle n'a jamais eue. Et elle pense que ce trophée lui donne tous les droits. Y compris le droit de te briser pour décorer sa propre vie. Il s'est levé, a fait quelques pas dans le petit bureau. Je me souviens d'une chose. Quand tu as eu ta bourse pour HC. J'étais là. Elle a dit à ton père, quand elle pensait que je n'écoutais pas, au moins, elle servira à quelque chose. Pas, je suis fière d'elle. Pas, elle est intelligente. Juste. Elle servira à quelque chose. Cette anecdote, ce souvenir que je n'avais pas, a été la confirmation finale. La pièce manquante du puzzle. Anatole a posé sa grande main chaude sur mon épaule. Tu ne leur dois rien, tu m'entends? Rien. Pas ton argent, pas ton temps, et surtout pas ta paix intérieure. Le devoir d'un enfant n'est pas de réparer les rêves brisés de ses parents. C'est de construire les siens. Il a serré mon épaule. Alors maintenant, tu vas faire ce que tu dois faire. Pas pour eux. Pas contre eux. Mais pour toi. Pour la petite fille qui avait peur du noir et qui a dû apprendre à allumer la lumière toute seule. Et tu sais quoi? Quoi que tu fasses, je serai fière de toi. J'ai hoché la tête, incapable de parler, la gorge nouée. Les larmes que je n'avais pas versées dans le grenier coulaient maintenant, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement. De validation. La permission de me choisir, enfin. Je suis repartie de chez Anatole alors que le soleil se couchait. La fureur et le chagrin avaient laissé place à une clarté nouvelle. Une résolution de granit. Je savais exactement ce que j'allais faire. Le plan a commencé à prendre forme dans mon esprit, pièce par pièce, aussi précisément que les meubles que mon oncle assemblait. Ce ne serait pas une vengeance. Ce serait une restauration. La restauration de la justice. Le lundi matin, j'étais à mon bureau avant le lever du soleil. Paris dormait encore, mais dans ma tête, c'était l'effervescence d'une salle des marchés à l'ouverture. La femme brisée du week-end avait laissé place à la PDG. Mon chagrin s'était cristallisé en une stratégie implacable. Mon entreprise avait bâti sa réputation sur l'innovation et une gestion des risques sans faille. J'allais appliquer cette même rigueur à ma gestion de projet familial. La première étape fut l'appel à Monsieur Fournier, le directeur événementiel du château. J'ai utilisé mon téléphone de guerre, celui réservé aux négociations les plus délicates. J'ai adopté un ton direct, professionnel, mais chaleureux. Monsieur Fournier, Garance à l'appareil. J'espère que vous passez un excellent début de semaine. Je reviens vers vous concernant le mariage de mon frère, Hippolyte. La famille est absolument enchantée par votre proposition.
Mademoiselle, le plaisir est pour nous. C'est un projet magnifique. Absolument. Et pour que tout soit parfait, nous devons respecter certaines traditions familiales. Mon père, Hervé, est un homme de la vieille école. Il tient absolument à ce que le contrat soit à son nom. Pour lui, c'est le père du marié qui reçoit, symboliquement. Vous comprenez, c'est une question d'honneur et de principe. J'ai marqué une pause. Il serait vexé si le contrat était au nom de quelqu'un d'autre. Jouer sur la corde du patriarcat et de l'honneur était un coup de génie. C'était un langage que des gens comme Fournier, habitués aux caprices des familles fortunées, comprenaient parfaitement. Je comprends tout à fait, mademoiselle. C'est très respectable. Nous établirons donc tous les documents au nom de monsieur Hervé. Merveilleux. Vous me soulagez d'un poids. Pour notre part, et pour vous montrer notre sérieux, je vais vous faire un virement immédiat de 50 000 €, à titre d'acompte. Cela bloquera la date fermement. Le reste, mon père le réglera directement avec vous, selon les échéances que vous définirez dans le contrat. Je vous envoie toutes ces coordonnées par email. Je vous demanderai juste de me mettre en copie de vos échanges, pour la coordination logistique. C'est parfait, mademoiselle. Une organisation exemplaire. J'ai raccroché, un sourire fin aux lèvres. Le premier pion était avancé. L'acompte, versé depuis mon compte, allait agir comme un puissant anesthésiant, endormant toute méfiance de leur part. Ils verraient le débit, et pour eux, l'affaire serait entendue. La phase 2 a été un exercice de duplicité magistrale. Je suis devenue la fille et la sœur parfaite. J'ai créé un groupe de discussion en ligne intitulé « Le mariage de rêve d'Hippolyte ». J'y partageais des photos de composition florale, des suggestions de menus, des liens vers des quatuors à cordes. J'ai passé ce qui m'a semblé être une éternité au téléphone avec ma mère, débattant du choix crucial entre des serviettes couleur ivoire ou coquille d'œuf. Pendant une de ces conversations, j'étais en vidéoconférence avec elle, lui montrant des échantillons de tissu sur mon écran. Sur l'autre moitié de mon bureau, invisible à la caméra, j'étais en train de finaliser une acquisition à 8 chiffres pour ma société. Le contraste était vertigineux. Ma mère voyait la fille dévouée, ignorant que la femme d'affaires impitoyable était aux commandes. « Et pour les finances, ma chérie ? Tout se passe bien ?» demandait-elle régulièrement, avec une fausse note d'inquiétude. « Tout est en ordre, maman. J'ai versé l'acompte. Le reste suit son cours, ne t'inquiète pas, répondais-je, ma voix douce et rassurante. Chaque mot était techniquement vrai. Le moment décisif est arrivé une semaine plus tard. J'ai attendu le vendredi, 17h30. L'heure de la décompression, où l'attention se relâche. J'ai rédigé un email à mon père, avec monsieur Fournier et ma mère en copie. Objet, urgent et important, validation finale château plus dégustation vin. Le corps du mail était conçu comme un leurre. Bonsoir papa. J'espère que tu as eu une bonne semaine. Je sors d'un appel avec le sommelier du château. Il y a une petite complication. L'allocution du Bourgogne premier cru qu'on voulait est très limitée. Il nous propose une alternative, un Pommard 2018, mais il dit que c'est un vin plus intellectuel. J'ai besoin de ton avis de connaisseur. Tu trouveras les fiches techniques en pièces jointes 1 et 2. Il faut lui donner une réponse avant lundi. Par ailleurs, maman, j'ai mis en pièces jointes 3 le catalogue des centres de table. Peux-tu me dire si tu préfères l'option A ou C ? Enfin, dernier point administratif, mais le plus urgent, pour que la réservation soit définitivement validée et que les cuisines puissent commencer à commander les produits, monsieur Fournier a besoin du contrat signé avant ce soir. Comme nous en avons discuté, il est bien à ton nom, en tant que chef de famille. Peux-tu s'il te plaît l'imprimer, PJ4, le signer à la dernière page, page 27, et le renvoyer scanné directement à monsieur Fournier ? J'ai mis son assistante en copie pour que ce soit traité immédiatement. C'est la toute dernière étape, après on est tranquille. Merci pour ton aide précieuse. Bise, Garance. C'était parfait. Le noyer sous les détails, flatter son ego de « connaisseur », le presser par le temps, et minimiser l'acte de signature en le présentant comme la « toute dernière étape administrative ». 40 minutes plus tard, la réponse est tombée. Pas de mon père,
mais de l'assistante de Monsieur Fournier. Un email adressé à tous. Cher Monsieur Hervé, chers tous. Nous avons bien reçu le contrat dûment signé. Votre réservation pour le week-end du 28 août est donc confirmée. Toutes nos équipes se tiennent à votre disposition. Nous vous adressons nos plus sincères félicitations. Cordialement. J'ai fermé lentement mon ordinateur. Je suis resté immobile dans le silence de mon bureau alors que la ville s'illuminait dehors. Je n'ai ressenti aucune joie. Juste le claquement sec et métallique d'une porte de cellule qui se referme. Le piège était en place. Et ils y étaient entrés de leur plein gré. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que l'histoire vous intéresse vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, tapez 1 pour que je sache que vous êtes ici, ou dites-moi depuis quel pays vous regardez l'émission. Vous pouvez aussi poser vos questions, j'y répondrai. Le jour J est arrivé sous un ciel d'azur parfait, un ciel de carte postale, presque insultant de perfection. Le château se dressait au bout d'une allée de platanes centenaires, une vision de pierre blanche et de toits d'ardoise. C'était le décor d'un film, un fantasme de richesse aristocratique devenu réalité. Ma réalité, financée par leur fiction. Je me suis fondu dans la masse des invités, jouant mon rôle à la perfection. J'avais choisi une tenue d'une élégance discrète, une robe en soie vert sauge qui me faisait presque disparaître dans les jardins luxuriants. Mon but n'était pas de briller, mais d'observer. Ma famille, elle, était en pleine représentation. Ma mère flottait au milieu des invités, dispensant des sourires éclatants et des « ma chérie » à tout va. Elle portait un chapeau extravagant qui semblait sur le point de s'envoler et une robe fuchsia qui hurlait « Regardez-moi ». Je l'ai surprise à plusieurs reprises en train de raconter une version améliorée de ma vie à des connaissances. Oh, Garance, vous savez, elle a toujours été si brillante. Elle a insisté pour offrir ça à son petit frère. Une famille unie, c'est la chose la plus importante, n'est-ce pas? Le mensonge était si fluide, si naturel, qu'elle semblait y croire elle-même. Mon père jouait le châtelain d'un jour. Il se tenait sur le perron, une coupe de champagne à la main, accueillant les arrivants avec une familiarité un peu forcée. Il tentait désespérément d'engager la conversation avec Monsieur Roche, le père de la mariée, un homme à l'allure sévère, un vrai capitaine d'industrie dont la fortune, contrairement à la nôtre, était bien réelle. J'ai vu le regard de Monsieur Roche glisser sur mon père, un regard poli mais dénué de véritable intérêt. Mon père ne s'en est pas rendu compte, trop occupé à jouer son rôle. Hippolyte était insupportable. Il avait revêtu un costume en lin blanc, se prenant pour un jeune Gatsby. Il se pavanait, un bras possessif autour de la taille d'Amandine, qui semblait de plus en plus petite et fragile à mesure que la soirée avançait. Il riait trop fort, buvait trop vite, et acceptait les compliments comme un dû. Il était le centre de son propre univers, un univers construit sur mes fondations. La cérémonie laïque s'est déroulée dans la roseraie. Des discours émouvants ont été prononcés, parlant d'amour éternel et de confiance. J'ai failli m'étouffer avec ma coupe de champagne. Pendant le cocktail, alors que je m'étais isolé un instant près d'une fontaine, j'ai surpris une conversation entre deux cousines éloignées. Tu te rends compte? 1 million d'euros. Garance doit vraiment nager dans l'or. Apparemment, elle a vendu des parts de sa boîte. C'est Brigitte qui me l'a dit. Un sacrifice énorme pour son frère. Quel bel esprit de famille. On ne voit plus ça de nos jours. J'ai souri dans mon verre. L'esprit de famille. Il n'avait pas idée à quel point. La soirée s'est poursuivie dans la grande salle de bal. Les lustres en cristal scintillaient au-dessus de nos têtes. Le dîner était une succession de plats prétentieux aux noms imprononçables. Je n'ai presque rien mangé, mon estomac noué par l'anticipation. Mon moment le plus difficile a été la conversation avec Monsieur Roche. Il était venu à ma table, manifestement pour échapper à mon père. Mademoiselle, m'a-t-il dit avec un hochement de tête respectueux. J'ai entendu parler de votre parcours. C'est remarquable. Vous avez bâti quelque chose de solide. Je vous remercie, monsieur. J'ai eu de la chance. La chance aide, mais elle ne remplace pas le travail. Son regard était direct, intelligent. Il m'a sondé une seconde. Votre famille doit être très fière de vous. J'ai soutenu son regard, le cœur battant.
Je l'espère, monsieur. C'était un mensonge, mais c'était le dernier. Après le dîner, la première danse a eu lieu. Hippolyte et Amandine tourbillonnaient au centre de la piste, un couple parfait sous les projecteurs. Ma mère les regardait, une larme de bonheur fin au coin de l'œil. C'était l'apogée de son rêve, le sommet de sa montagne de vanité. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. 22h50, l'heure du feu d'artifice approchait. L'heure des comptes. J'ai discrètement cherché Monsieur Fournier du regard. Je l'ai aperçu près de l'entrée de l'office, parlant avec un maître d'hôtel. Nos regards se sont croisés une fraction de seconde. Il m'a fait un signe de tête presque imperceptible. Le spectacle allait commencer. La valse des façades touchait à sa fin. L'orchestre a terminé la valse sur une note finale et suspendue. Les applaudissements ont crépité. Hippolyte, le visage rouge et luisant, a fait une révérence théâtrale. Ma mère tapait dans ses mains avec l'enthousiasme d'une groupie. C'était le moment. Le calme avant la tempête. J'ai vu Monsieur Fournier commencer sa traversée de la salle de bal. Il se déplaçait avec l'aisance d'un prédateur élégant, fendant la foule sans que personne ne semble remarquer sa progression. Il tenait à la main un petit dossier en cuir noir et un terminal de paiement électronique, aussi incongru dans ce décor qu'une calculatrice dans une église. Son visage était un masque de professionnalisme neutre. Il a atteint la table d'honneur, un îlot de fausse joie au milieu de la salle. Il s'est arrêté derrière mon père, qui était en train de se resservir une coupe de champagne et de raconter une anecdote manifestement ennuyeuse à un cousin. Monsieur Hervé, la voix de Fournier était posée, respectueuse, mais elle a coupé court au monologue de mon père. Je vous prie de m'excuser pour cette interruption. Mon père s'est retourné, un peu irrité par la distraction, mais son visage s'est adouci en reconnaissant le directeur. Ah, Fournier. Excellent travail, mon ami, excellent travail. Tout est parfait. Absolument parfait. Je vous remercie, monsieur. C'est justement pour que tout reste parfait que je me permets de venir vous voir. Comme nous en avons convenu dans le contrat, le solde de la prestation doit être réglé avant le lancement du spectacle pyrotechnique. Le feu d'artifice est prévu dans 15 minutes. Mon père a eu un rire gras, un rire de nouveau riche. Il a fait un geste vague de la main en ma direction. Ah oui, l'intendance. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ma fille, Garance, va s'occuper de tout. C'est mon ministre des Finances, a-t-il plaisanté, faisant un clin d'œil complice à la tablée. Monsieur Fournier n'a pas souri. Il n'a même pas jeté un regard dans ma direction. Il est resté fixé sur mon père. Je crois qu'il y a une méprise, monsieur Hervé. Mademoiselle Garance a en effet eu l'extrême amabilité de verser un acompte de 50 000 € pour garantir la date. Cependant, le contrat principal, celui qui nous lie, a été établi et signé par vous. Le solde restant, soit 950 000 €, est donc sous votre responsabilité. Le silence qui est tombé sur la table était si soudain, si total, qu'il en était presque violent. La musique au loin semblait s'être évanouie. Le sourire de mon père s'est figé, puis s'est effrité. Quoi? Mais, c'est absurde. C'est une erreur de comptabilité. Garance, dis-lui. Son ton était plus amusé, mais teinté d'une panique naissante. Ma mère a cessé de sourire. Son visage s'est durci. Il doit y avoir une erreur. C'est Garance qui paie. C'est à ce moment que je me suis levée, lentement. Tous les regards se sont tournés vers moi. Je me sentais étrangement calme. Il n'y a aucune erreur, ai-je dit, ma voix claire et nette dans le silence pesant. Fournier, imperturbable, a ouvert son dossier en cuir. J'ai ici une copie du contrat, monsieur Hervé. À la page 27, vous trouverez votre signature, précédée de la mention « Lu et approuvé ». L'engagement est sans équivoque. Il a tendu le document à mon père. Les mains de mon père tremblaient si fort qu'il a eu du mal à prendre la feuille. Ses yeux ont balayé le texte, cherchant désespérément une échappatoire. Puis je l'ai vu blêmir. Une vague de pâleur a submergé son visage, le laissant gris et cireux sous les lumières des lustres. Il avait vu sa signature. Le paraphe arrogant qu'il avait tracé sans réfléchir une semaine plus tôt. Ma mère lui a arraché le papier des mains.
Ses yeux ont scanné la page, son déni se transformant en une réalisation horrifiée. Son souffle s'est coupé. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux lançant des éclairs. Garance! Comment as-tu osé? Hippolyte, qui avait suivi la scène, hébété, s'est levé d'un bond, renversant son verre. Le vin rouge attachait la nappe blanche comme du sang. C'est une blague? Dis-moi que c'est une putain de blague. Tu ne peux pas faire ça. C'est mon mariage. Précisément, ai-je répondu, ma voix glaciale. C'est ton mariage. Payé par tes parents. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. Vous vouliez un mariage de conte de fées, vous vouliez impressionner vos amis, vous vouliez jouer les grands seigneurs. Très bien. Mais les contes de fées ont un prix. Et maintenant, il est temps de payer l'addition. La dispute commençait à attirer l'attention des tables voisines. Les murmures se sont élevés. Les têtes se tournaient. Le drame privé était en train de devenir un spectacle public. Monsieur Fournier, toujours le parangon du professionnalisme, a tendu le terminal de paiement vers mon père, qui semblait avoir perdu l'usage de la parole. Nous acceptons les cartes American Express, Visa, ou un virement bancaire instantané. Les artificiers attendent vos instructions, monsieur. Sans paiement, je serai au regret de devoir annuler le spectacle. Et, bien sûr, de demander à vos invités de quitter les lieux, la prestation n'étant pas honorée. La menace était claire. Payer, ou subir l'humiliation suprême. Être expulsé de sa propre fête, devant 200 témoins. Le château de leurs rêves venait de révéler ses barreaux. La porte de la cage venait de se refermer. La fureur a succédé à la stupeur. Ma mère a été la première à exploser. Elle s'est précipitée sur moi, m'attrapant le bras avec une force que je ne lui connaissais pas. Ses ongles manucurés s'enfonçaient dans ma peau. Espèce de monstre, a-t-elle craché, son visage de matrone bienveillante contorsionné par la haine. Comment peux-tu faire ça à ta propre mère? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai porté, je t'ai élevé. Tu m'as élevé pour être ta banque, ai-je répliqué, me dégageant de son emprise. Ne confonds pas investissement et amour. Mon père, sorti de sa catatonie, a trouvé la force de protester. C'est un coup monté. Tu nous as manipulés. C'est toi qui devais payer, tu l'avais promis. Vraiment, ai-je demandé, un sourcil arqué. Montre-moi où j'ai écrit ou signé quoi que ce soit qui m'engageait à payer 1 million d'euros. J'ai seulement dit que j'examinerais le contrat. Et je l'ai fait. Très attentivement. La scène était devenue le centre d'attention de toute la salle. Les invités ne chuchotaient plus. Ils regardaient, fascinés par ce déballage public. C'était mieux qu'un feu d'artifice. C'était l'implosion d'une famille en direct. Hippolyte, le visage congestionné, s'est approché de moi, menaçant. Tu as tout gâché. Ma vie est finie. Amandine ne me pardonnera jamais. Peut-être qu'Amandine mérite quelqu'un qui ne se marie pas avec l'argent de sa sœur, ai-je rétorqué froidement. C'est à ce moment que Monsieur Roche, qui s'était levé de sa table, s'est avancé. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Son aura de puissance et de dignité a suffi à imposer le silence. Il s'est arrêté devant mon père, le regardant de haut. Alors c'est ça, la vérité, a-t-il dit, sa voix basse et tranchante. Vous organisez un mariage que vous n'avez pas les moyens de payer, en espérant que votre fille règle la note. Vous avez non seulement essayé de m'escroquer, mais vous avez humilié ma propre fille en l'entraînant dans cette farce. Mon père a bégayé quelque chose d'inintelligible. Monsieur Roche l'a ignoré. Il s'est tourné vers Amandine, qui pleurait en silence, et lui a tendu la main. Viens, ma chérie. Cet endroit n'est pas pour nous. Puis, il a balayé du regard ma mère et mon frère, un regard chargé d'un mépris si profond qu'il en était presque palpable. Notre famille, a-t-il articulé lentement, chaque mot pesant une tonne, ne s'allie pas avec des imposteurs et des parasites. Le mariage est annulé. Ce fut le coup de grâce. La sentence irrévocable. Monsieur Roche et sa famille ont tourné les talons et ont traversé la salle de bal, la tête haute, comme une famille royale quittant une cour de gueux. Leur départ a été le signal de la débandade. Les invités, sentant le naufrage, se sont levés comme un seul homme,
se précipitant vers la sortie dans un murmure de réprobation et d'excitation malsaine. Il fuyait, non seulement le malaise, mais aussi la peur d'être associé à cette honte. En moins de 10 minutes, la salle de bal, autrefois vibrante de rire et de musique, était devenue un mausolée silencieux. Il ne restait que les serveurs, qui s'activaient discrètement pour débarrasser les tables, Monsieur Fournier, qui attendait toujours, le terminal de paiement à la main, et les 3 architectes de leur propre désastre. Ma mère s'était effondrée sur une chaise, sanglotant bruyamment. Mon père fixait le sol, un vieil homme soudainement diminué, écrasé sous le poids de l'humiliation. Et Hippolyte, le marié abandonné, se tenait au milieu de la piste de danse vide, seul dans son costume blanc, comme le capitaine d'un navire fantôme. Je les ai regardés une dernière fois. Il n'y avait plus de colère en moi. Juste un vide immense et une certitude. La certitude que j'avais coupé le membre gangrené pour sauver le reste de ma vie. J'ai fait un dernier signe de tête à Monsieur Fournier, un signe qui signifiait « Je vous laisse vous occuper d'eux ». J'ai ramassé mon sac. Et sans un regard en arrière, j'ai quitté la salle de bal, le château, et les ruines de ma famille. Le son de mes pas sur le marbre résonnait comme le dernier mot d'un chapitre enfin clos. La longue autoroute qui me ramenait à Paris était un ruban de bitume noir, hypnotique. Je conduisais en silence, les lumières des autres voitures traçant des lignes éphémères dans la nuit. Je n'avais pas allumé la radio. Je n'aurais pas supporté la musique, ni les voix. J'avais besoin de ce silence. J'avais besoin de savourer cette sensation nouvelle, étrange, la légèreté. Pendant 35 ans, j'avais porté le poids de leurs attentes, de leurs déceptions, de leurs manipulations. Ce poids avait disparu. Je me sentais vide, mais c'était un vide propre, un espace à remplir. La liberté avait le goût du néant, un néant plein de promesses. Les jours suivants, mon téléphone est devenu une zone de guerre. Ils ont dû trouver d'autres puces, d'autres moyens. Les messages vocaux étaient un opéra macabre en plusieurs actes. D'abord, la fureur de ma mère, « Tu es une garce sans cœur. Tu nous as détruits. Puisses-tu pourrir en enfer, tu n'es plus ma fille. » Puis, la complainte larmoyante de mon père, « Garance, je t'en supplie. Les huissiers vont venir. Nous avons dû emprunter à des gens. Ta mère ne mange plus. Aie pitié de ton vieux père. » Et enfin, la haine adolescente d'Hippolyte, « T'es contente? T'as tout pété. Amandine ne veut plus me parler, sa famille me menace de poursuites pour escroquerie. T'as ruiné ma vie. J'espère que tu crèveras seule avec ton pognon. » J'ai écouté chaque message, jusqu'au bout. Comme un médecin examinant les symptômes d'une maladie en phase terminale. Je n'ai ressenti ni pitié, ni remords. Juste la confirmation que le diagnostic était juste. Le membre était bien gangrené. L'amputation était nécessaire. J'ai bloqué chaque nouveau numéro, un par un. Lentement, la vie a repris son cours, mais elle était différente. L'air semblait plus léger, les couleurs plus vives. J'ai signé le plus gros contrat de l'histoire de ma société. J'ai pris une semaine de vacances, seule, sur une petite île grecque, et j'ai nagé dans une mer d'un bleu éclatant. J'ai renoué avec de vieux amis que j'avais négligés, trop occupés à gérer ma famille. J'ai commencé à dormir 8 heures par nuit, sans me réveiller avec cette boule d'angoisse familière. Je découvrais la vie sans leur ombre portée sur la mienne. 3 mois ont passé. 3 mois de silence radio. J'étais sur mon balcon, un soir d'automne, un verre de vin à la main, regardant les bateaux-mouches glisser sur la Seine. Mon téléphone a vibré. Un numéro que je ne connaissais pas. Un message texte. Je l'ai ouvert sans réfléchir. C'est maman. Mon cœur a manqué un battement. J'utilise le téléphone de la voisine. Je sais que tu as bloqué nos numéros. Je ne te demande pas de pardonner. Je veux juste que tu saches. Nous avons vendu la maison de Lyon. Nous vivons dans un petit appartement. Ton père a trouvé un petit travail de comptable. Hippolyte est parti. Je ne sais pas où. Il ne nous parle plus. Il a dit que tout était de notre faute. Il a raison. Tout est de ma faute. Je t'ai utilisé. J'ai été une mère monstrueuse. Je le sais maintenant, dans le silence de cet appartement vide.
Je sais que je n'ai aucun droit. Mais je voulais te le dire. Je suis désolée. Je suis restée là, le téléphone à la main, le vin oublié. Les lumières de Paris scintillaient, indifférentes. Désolée. Le mot que j'avais attendu toute ma vie. Le voilà, enfin. Mais il arrivait trop tard, dans un paysage de désolation. Était-ce une nouvelle manipulation, le dernier tour d'une experte acculée? Ou le premier mot sincère d'une femme brisée qui faisait enfin face à ses démons? Je n'ai pas répondu. J'ai verrouillé mon téléphone. La brise du soir était fraîche. J'avais gagné. J'avais ma liberté, ma paix, ma vie. Mais pour l'obtenir, j'avais dû raser le champ de bataille, et sur ce champ, il y avait les ruines de ce qui avait été, malgré tout, ma seule famille. La question est restée suspendue dans l'air parisien, une question que je ne posais plus à mes fantômes, mais à moi-même. Avais-je eu tort?